Pour notre plus grand plaisir, le top 14 est de retour ce week-end et on va faire la petite preview comme d'habitude. On va prendre des risques et nos pronos, c'est juste après le générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la gorge explosée parce que j'étais à Clash in Paris. Il y a un vlog qui sera sortir sur la chaîne, mais en tout cas on a bien rigolé avec les copains, on a bien gueulé. Mais c'est le retour du top 14, c'est le retour du rugby, c'est le retour du ballon ovale, l'élite du rugby français de retour sur les écrans ce week-end, dès le 6 septembre à 13h avec un Stade Français Montauban. Alors pas preview de première journée, on va faire la grande tier list de début de saison. On va essayer de pronostiquer ce classement de top 14 avec monsieur Thomas Laroquette. Comment il va? Prêt pour la saison? Ouais, ça va, prêt pour la saison. Quand je vois le calendrier déjà du samedi, c'est absolument terrifiant. Oh oui. C'est presque de l'indigestion même. Pourtant, je sais que j'aime le rugby, hein, mais entre tous ces matchs, plus les matchs de rugby championship aussi qu'il y aura entre la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Argentine et l'Australie, il y a un programme rugby qui est, oui, alléchant, mais qui va être un peu lourd quand même. Je rajoute la Pro D2 à ça. Ouais, mais c'est vrai que le match de 13h, alors déjà que les matchs de 15h, mais il n'y a plus de multi, en fait. Ouais. Alors les matchs de 15h, parfois sont les matchs de la sieste. Alors là, j'imagine pas les matchs de 13h. Bah alors pour l'expérience foot, parce qu'il l'avait tenté en Ligue 1, c'est il y a quelques années, très mauvaise idée. Ça, sortie de repas, il est terrible, hein, ce match de 13h. J'espère que ce sera pas pareil pour le rugby. À voir quelle équipe tu mets devant, hein, parce que une équipe un peu chiante, ça va être compliqué. Mais bon, on va voir ces nouveaux horaires, on va voir comment ça va se passer. Effectivement, je vais vous afficher le programme, comme ça vous l'avez devant les yeux. Le programme, c'est au moins première journée, comme ça vous avez les horaires, parce qu'ils changent. 13h pour un Stade Français Montauban. À 15h, vous avez un seul match, c'est Perpignan-Bayonne. À 17h, vous en avez deux. À 19h, il y a un Montpellier-Toulon. À 21h05, il y a UBB La Rochelle, j'y serai, pour le plaisir. Et Clermont-Toulouse, c'est le lendemain. Donc c'est chargé, voilà, pour en tout cas cette première journée. Mais nous, on va parler directement tier list. On va parler mi-saison. J'ai la tier list devant moi. Ça ressemble à la Pro D2, hein, globalement. La Pro D2, vous pouvez retrouver sur la chaîne qu'on a fait la semaine dernière avec Thomas. On a pris beaucoup de plaisir à la faire. On vous remercie pour les retours. Il faut que je réponde aux commentaires parce que j'étais pas là, donc forcément, j'ai pas pu répondre. Et on va pouvoir se lancer tout de suite. Je te propose dans cette tier list top 14, ça va être encore un championnat très serré, compliqué à pronostiquer. Ah oui, bah forcément, il faudra aller regarder la vidéo qu'on avait faite l'an dernier à la même période. Bon, bah, voilà, quand on compare à la fin de saison dernière, ouais, quand même beaucoup de changements. Après, voilà, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, les doublons, les blessures, les crises internes, les méformes, les équipes qui n'arrivent pas à confirmer, les équipes qui font un gros recrutement mais qui n'assument pas, et d'autres qui surprennent. Voilà, bon, c'est comme ça, mais tant mieux que ce soit dur à pronostiquer, hein. Encore une fois, si on arrivait à pronostiquer le classement exact ou presque exact, bon, ça voudrait quand même dire qu'il y a une anomalie quelque part. Exactement, mais bon, on fera pas la deux fois la même connerie. On mettra pas le Stade Français deuxième de top 14 comme on avait fait l'an passé. Après, on mettra pas tous les barragistes non plus, hein. Oui, on n'est pas. Oui, on est con, pas fou. Et ben je te propose qu'on commence tout de suite. Je crois que c'est le même ordre quasiment que pour le mercato, parce que j'ai remis les logos comme ça, peut-être pas le même ordre exact. Mais je propose qu'on commence par l'Aviron Bayonnais, qui a connu un été, mine de rien, un petit peu mouvementé, parce que ces dernières semaines, il y avait ce petit duel Grégory Patate, Laurent Travers, où on pensait que tout allait bien du côté de Bayonne. Il y a eu des petites dissensions par-ci par-là. Bayonne qui était l'équipe surprise de la saison dernière, demi-finaliste contre le Stade Toulousain du côté de Lyon. Ça, vous l'avez tous suivi. Bayonne, a enchaîné quand même un mercato et des arrivées plutôt solides. Un projet qui continue à se mettre en place. Est-ce qu'on attend la confirmation pour Bayonne cette saison, ou est-ce que tu les attends un petit peu en dessous, dans le rang? Bon, je les garderai top 6, mais peut-être pas 4ème comme on a pu voir l'an passé, je sais pas. C'est une bonne question. C'est sûr que bon, c'est très bateau, mais les saisons se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Est-ce que Bayonne pourra confirmer la surprise? Parce que oui, on va dire que c'était quand même une surprise de les voir là à ce stade de la saison l'an dernier. Je sais pas. Moi, je les vois peut-être un peu plus en difficulté, alors que paradoxalement, ils se sont quand même renforcés intelligemment, encore une fois. Voilà, il y a vraiment une cellule de recrutement qui bosse très bien. On va dire qu'ils n'ont pas eu
de départ ultra important, même si forcément Rouet et Lopez c'est un peu une page qui se tourne, mais bon, ils arrivaient aussi à un certain âge. Voilà, il y a un recrutement qui est cohérent. Je pense que même dans la rotation, ça va être intéressant de voir comment vont s'intégrer Johnson, Setiano ou Kayes. Anscombe aussi devra prouver. Je suis assez sceptique sur son recrutement. Un joueur qui malheureusement a été pas mal blessé, qui était au début de sa carrière extrêmement prometteur. Voilà, je sais pas, ça va être important quand même d'être dans un premier temps la doublure de Joris Second. On sait que à ce niveau-là, il faut 2 ouvreurs de grand talent. Donc on verra, mais plus globalement, ouais, j'ai peut-être un petit peu peur pour Bayonne. Alors peur, non, mais je les vois pas refaire la même saison. Voilà, je les vois pas surprendre de nouveau. Ils vont commencer encore la saison avec Tevita, Tetafou aussi blessé. J'ai peur que ça pêche un petit peu devant, notamment en première ligne. Voilà, même si bon, encore une fois il y a des qualités, il y a des jeunes qui vont se montrer de plus en plus. Capilla qui a pris aussi beaucoup d'ampleur la saison dernière, Lucas Martin aussi que l'on avait vu très bon, il y a des jeunes qui poussent, l'évêque, Tilleul notamment. Voilà, Bayonne a réussi quand même à conserver, à prolonger des cadres et de super joueurs. Tom Spring hier ou avant-hier, puis Cyril Imakala aussi qui était le meilleur joueur la saison dernière. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je les mets dans le top 8. Voilà. Ouais. C'est vrai que l'an dernier, je les avais vraiment sous-notés pour le coup, et Brian les avait parfaitement notés. Dans les 6, ouais. Il avait vu la surprise, et bravo à lui, mais moi, j'avais pas vu. Donc là, je vais les mettre dans le top 8. Je vais mettre top 8. Pour le moment, ça pourra peut-être bouger à la fin, mais je sais pas. Je les vois peut-être pas forcément refaire la même saison. Moi, j'aurais presque mis porte de top 6, bout de top 6, tu vois. 5, 6, 6. Ouais. Tu vois. Mais encore une fois, ça c'est des pronos, c'est des prises de risque que je sais pas si ça sera vraiment pertinent de planifier parfaitement la place de l'Avion Bayonnais, mais il y a des joueurs qu'on attend évidemment. Joris Second à la clé du camion désormais. Ça va être curieux et très intéressant de savoir si Jean Daugé pourra rester cette forteresse invincible donc elle a été la saison dernière, seul club n'avoir jamais perdu un match à domicile en comptant en plus le match à Anoeta. Donc ça aussi c'est une perf pour Bayonne qui, contrairement à la saison dernière, sera vraiment attendu parce que voilà, il n'y a plus cet effet de surprise forcément que tu pouvais avoir un petit peu la saison passée avec tes résultats. Passons au deuxième club de cette tier list, c'est Castres, le Castres Olympique, autre candidat au top 6, terminé dans le top 6 également l'an passé, qui est tombé à Toulon en barrage en fin de saison dernière. Castres qui, voilà, on n'entend pas beaucoup parler de Castres, ils font leur petit bonhomme de chemin, ils travaillent bien de leur côté, tranquillement. Et ça va être à nouveau, je pense, un candidat au top 6. Alors, je crois que j'avais quelque chose sur Castres. C'est la prolongation de Mathieu Babillot jusqu'en 2028. Voilà, annoncé dans un communiqué ces derniers temps. Je crois que ça a été annoncé hier. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle également pour le Castres Olympique qui, peut-être, sera au-dessus de Bayonne dans tes choix. Moi, je les mettrais aussi top 6 perso. Castres, je trouve que, ouais, il y a quelques pertes. On parlait de Gaëtan Barlow notamment. Mais globalement, bon, ça bosse bien tranquillement, quoi. Je sais pas. En fait, je me demande jusqu'à quand ça passe. Castres va réussir quand même à se qualifier parce que ils sont quand même hyper surprenants quoi. Quand tu regardes sur le papier, il y a une équipe qui est compétitive évidemment, mais en termes de recrutement, ça fait pas rêver. C'est intelligent dans le recrutement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des joueurs GIF, des Français, des joueurs qui évoluent en Pro D2, des joueurs qu'on connaît peu mais qui arrivent à se mettre vraiment au niveau. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, quand même, ils payent ce recrutement parce qu'ils perdent, tu l'as dit, ils perdent Barlow, ils perdent Dumora, qui étaient quand même des titulaires en puissance, de super joueurs. Le recrutement, alors les 2 Fidjiens, je pense, devraient étonner du monde, même si j'espère que Ramoto Taboua sera épargné par les blessures. Vargas, c'est une pile électrique. Il va falloir qu'il se canalise un petit peu dans le jeu, mais ce sera, je pense, un bon joueur. Teddy Durand, je pense, entrera dans la rotation, mais c'est vrai que
je sais pas vraiment. En fait, j'ai peur toujours pour cette équipe de Castres. C'est vrai que l'an dernier, alors ils ont eu un peu de casse avec Staniforce qui a fait, je crois, saison blanche d'ailleurs. Pour le reste, ils n'ont pas eu tant de blessés que ça, mais je me dis, s'ils commencent à des postes stratégiques, notamment à la charnière, à avoir des blessés, et je crois que Jérémy Fernandez d'ailleurs est blessé plusieurs mois, ça peut piquer à un moment donné. Voilà, je sais pas. À chaque fois, j'ai un peu peur pour Castres. Je me dis qu'à un moment donné, ils vont peut-être payer cette stratégie qui est tout à fait louable d'aller, encore une fois, hein, chercher des jeunes joueurs et chercher des joueurs à potentiel et qui ne sont pas très chers. Ouais, j'ai un peu des doutes sur Castres. Ouais, j'ai un peu des doutes. C'est dur de les juger. Encore une fois, je me trompe très souvent sur eux. Je pensais que ça allait craquer dans la seconde partie de saison l'an dernier. Au final, ils sont revenus assez forts. J'ai envie de tenter même bas de tableau. Ok. Entre top 8 et bas de tableau, en fait, c'est un peu dur comme jugement. Top 8, Mais t'auras 2 places, donc c'est ça qui va être tendu. Bon, ouais, je pense qu'on pourra rajuster après, mais je vois. Mais ah, les je sais Castres, pas. c'est compliqué, quoi. C'est un risque hein, que je prends, hein, mais je sais pas. Je me dis que cette équipe est toujours super surprenante, mais ça me fait penser un petit peu à Aurillac qui travaille aussi hyper bien, qui forme beaucoup de très bons joueurs, qui va chercher des joueurs dans des divisions en dessous, des joueurs qu'on connaît pas. Et à chaque fois, ils arrivent à se maintenir. Le jeu est plutôt bon. Mais l'an dernier, ça a failli ne pas passer. Et j'ai un peu l'impression que Castres, à un moment donné, ça risque d'être pareil si la stratégie reste la même. Voilà. Mais voilà, ils ont quand même encore un bel effectif avec des joueurs qui ont été très bons la saison dernière. Je pense notamment à Abraham Papali, Babio, comme tu l'as dit, qui vient de prolonger. Voilà, à certains postes, ils ont vraiment de super, super joueurs. Mais voilà, je sais pas. Je prends un risque avec ce pronostic. Mais le recrutement me laisse vraiment sceptique. À désirer. Et ben écoute, on va voir ce qui va se passer pour le Castres Olympique. On va passer à un autre candidat qui, moi, perso, me fait un peu peur aussi sur le papier. C'est Clermont, l'ASM. Dans le top 6 l'an passé, Clermont, défait par Bayonne, à Bayonne là-bas en barrage. Clermont, on avait reçu Grégory Chalier, un fervent supporter de l'ASM sur la chaîne. La vidéo sur Clermont est à retrouver, évidemment. Vous avez une playlist dédicacée pour le rugby sur toutes les vidéos de cette saison. Donc c'est à retrouver sur la chaîne, je vous mettrai le petit lien en description s'il faut. Il comprenait le scepticisme qu'on pouvait avoir sur Clermont. Il s'attend quand même à une saison dans la lutte au top 8. J'avoue que moi, Clermont, je les vois peut-être plus bas de tableau. C'est avec le mercato qui nous rassure le moins. Avec le Stade français, c'est peut-être le pire mercato, sans être méchant. Pas très serein pour ce Clermont-là, quand même. En plus, on a eu des déclats de... Hop, je retrouve ça, de Jean-Claude Patz, donc le président de Clermont, qui a expliqué que l'avenir, l'équipe s'articulera autour d'un noyau de jeunes et formés à la SM. On sait que Clermont financièrement est pas dans la meilleure période de son histoire. Ah, ça veut dire que tu fermes un petit peu les volets quand tu veux miser sur ta jeunesse quand même. Hein. Bah oui, encore une fois, je parlais de Castres. Pour Clermont, c'est un peu pareil. C'est top d'entendre ce genre de discours. Oui, c'est hyper gratifiant de pouvoir former des joueurs et on sait que le centre de formation de Clermont est toujours au niveau. Mais quand tu dis ça, oui, effectivement, ça cache des problèmes financiers. Et on le sait, si tu n'arrives pas à aller chercher aussi des joueurs qui ont peut-être un niveau international ou un niveau peut-être au-dessus, ça peut commencer à piquer. Là, le recrutement clermontois, j'ai l'impression que ça a été fait un peu à la dernière minute. On s'est dit, tiens, qui n'est pas cher, qui est pas loin et qui on peut prendre. Bon, on verra. La star de ton recrutement, ça reste Harry Plummer. C'est dire à quel point... pas non plus rêvé quand même. Ouais, non, c'est sûr. Clairement, on nous a habitués à mieux, en sachant qu'en plus, quand tu regardes dans la colonne de droite avec les départs, t'as quand même des joueurs comme Yorda Pieta, bon, qui était drôlement en fin de carrière, mais ça restait un joueur important. Anthony Belot aussi, qui pouvait être largement titulaire. Fischer, Yato, Lee, ce sont vraiment des joueurs historiques et qui étaient des cadres. Et tu te renforces avec des joueurs qui étaient plutôt des deuxièmes choix.
des joueurs dont peut-être tu n'as pas de garantie. Alors voilà, après des joueurs comme Zamora, comme Loa Loa, ce sont encore des jeunes joueurs qui ont un certain potentiel. Mais ouais, franchement, je sais pas trop. Je pense que le meilleur recrutement de Clermont, c'est plutôt avoir gardé voilà, ceux qui ont brillé la saison dernière et qui ont vraiment franchi un cap. Régis Montagne, que l'on a vu en équipe de France, Kylian Tixeron aussi, Baptiste Jonot, bien sûr. Voilà, ça fait partie du recrutement finalement et c'est une bonne chose. Mais là encore, s'il y a des blessés, je me demande vraiment comment ils vont faire. Notamment devant, hein, ça a été chaud la saison dernière. Ils ont eu des blessés. Le jeune Matteo Frisache a été lancé avec brio d'ailleurs, mais ça n'a pas été un cadeau. Là, le recrutement effectivement de Clermont me laisse perplexe là aussi. Et le gros souci, ça va être la charnière parce que Baptiste Jonot, je touche du bois pour qu'il ne se blesse pas parce que sinon tu te retrouves en grande difficulté. Donc même si on sait qu'il y a des joueurs aussi qui sont polyvalents, hein, Irai Simonet peut jouer aussi en 10 s'il faut. Mais ouais, l'effectif clermontois. Je suis curieux de savoir comment Christophe Furios va mixer un peu tout ça, quoi. Je sais pas. Effectivement, il va falloir compter sur les jeunes. En troisième ligne, il y a aussi Baptiste Britz qui était avec l'équipe de France des moins de 20 ans, formé à Tyros, qui est un super joueur. Alors, il y a du monde en troisième ligne, mais voilà, il pourra peut-être grappiller aussi un peu de temps de jeu. Il y a des joueurs qui sont partis en prêt, Mathis Belobre, Thomas Duchesne aussi, il me semble. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner côté Clermontois. Moi, je suis vraiment sceptique et c'est pour ça que je vais les mettre aussi. Pas de tableau, moi je le mettrais. Je les mettrais bas de tableau, moi. Et ouais, moi aussi. Je pense qu'ils vont peut-être se jouer à se faire peur. Ouais. J'ai peur qu'il y ait un peu de championnat encore cette saison. C'est un classement un peu coupé en deux. C'est possible. Ouais. Une taille, je vous balance ça, je sais pas si ça va être. Peut-être je dis des conneries, ça va falloir retrouver, peut-être mal lire cette phrase, mais c'est pas grave. Club suivant, on va passer au Racing 92. Là aussi, je sais pas si c'est l'assurance touriste que le Racing 92 pour cette saison. En tout cas, avant le début de saison, c'est pas non plus la fête au village, j'ai l'impression, du côté des Racingman. Après une saison où on a connu un peu 2 saisons en une la saison passée, l'année passée, qui est une première partie très très compliquée, un vrai calvaire, et une deuxième partie de saison où on a quand même retrouvé quelques couleurs du côté du Racing, pas mal de départs aussi. Tu perds le Garec, tu perds Woki, tu perds du monde. Tu libères un peu de gros salaires avec Owen Farrell notamment, mais bon, les arrivées, est-ce que ça fait rêver entre guillemets, je sais pas. Qu'est-ce que t'attends du Racing toi cette saison? J'avoue que je sais pas où les mettre. Hein. Ça c'est des grosses interrogations, je trouve. Bah, déjà difficile de faire pire. Ça c'est la première chose. Le recrutement, c'est un peu, une soupe que t'as pas prévue un soir. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai chez moi? Être au fond du placard. Ouais, voilà, pour pouvoir la faire. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des choses qui me plaisent énormément, il y a des choses qui me questionnent un peu. C'est vrai que Taniela Tupou, qui était longtemps lorgné aussi par Pau, va être très attendu. Parce que il était annoncé comme l'un des meilleurs piliers droits du monde à une certaine période. Alors c'est vrai que dans le jeu, c'est un sacré client. Maintenant, on va voir aussi ce qu'il peut apporter dans le secteur de la mêlée fermée avec un garçon comme Patrice Colazo. Je pense qu'il peut progresser. Johnny Hill, c'est un joueur de devoir. C'est vrai que sur un synthétique, à voir ce que ça peut donner. Thomas Leno, c'est la même chose. Nathan Hughes, moi, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Peut-être qu'il m'épatera, mais ouais, je me pose la question. Et après, il y a des choses intéressantes et intelligentes. Tagui Valou, Hugo Sun, Joe Emanu, Ravuta Omada qui va commencer la saison blessé, mais je pense qu'il lui, à l'image de Tuisova ou de Abossi, peut faire beaucoup de bien. Wilfried Hulot qui arrive de Grenoble à l'issue d'une grande saison. Il y a un peu de tout dans ce recrutement. J'ai pas parlé de Léo Carbonneau qui arrive quand même avec la lourde tâche. On avait parlé dans la vidéo Mercato, mais qui arrive quand même pour remplacer Nolan Le Garec.
qui n'est À pas la rien. mêlée, c'est quand même costaud. Et c'est pareil, ouais, à la charnière, on a senti que le départ de Loan Le Garec a peut-être fait un peu de mal. Alors ça a libéré des finances, mais derrière, tu te retrouves avec une charnière C'est de la où jeunesse, tout est à faire, quoi. Voilà, c'est difficile de savoir qui va démarrer. Alors c'est sûr, on le sait, Antoine Gibert peut commencer en neuf. On ne sait pas aussi ce que ça donne à l'entraînement et voilà, entre Priscantelli et Sun. Mais ouais, il y a des questions en suspens, mais il y a quand même beaucoup de qualité. Voilà, je trouve que ils se sont renforcés. On va voir ce que ça va donner aussi en mêlée, parce que même s'ils ont été assez performants en touche, en mêlée, je trouve que ça a été un peu moyen. Il y aura Demba Bamba qui va commencer la saison avec au top de ses qualités physiques aussi. Hein. Il sera, je pense et j'espère, enfin débarrassé de toutes ses blessures. Il sera attendu. En troisième ligne, il y a du monde. En deuxième ligne, il y a du monde aussi. Il y a un jeune comme Junior Kapoku qui a montré aussi la saison dernière qu'il était au niveau. Et puis derrière, il y a toujours des jambes, de la puissance. Mais la question, ça va être effectivement la charnière et comment certains joueurs vont aussi s'adapter à ce terrain synthétique. Ouais. Ils Voilà, gagneraient pas à mettre de l'herbe quand même. Ouais, C'est ouais, compliqué dans la défense arrière, mais j'ai l'impression que pour le Racing, ils gagneraient à foutre de l'herbe quand même. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, on en avait aussi parlé dans la vidéo Mercato, mais côté départ, il y a beaucoup d'historiques qui sont partis. Hein, Palou, Le Garec notamment. Voilà, c'était des joueurs qui étaient ultra importants. Benarous, Tao, c'était des joueurs très importants. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment très difficile de savoir aussi où va se placer le Racing. Je mettrais dans le top 8 parce que qu'il y a quand même de la qualité. Peut-être que pendant les doublons, ils seront pas non plus énormément impactés. Voilà, c'est peut-être comme ça aussi qu'ils ont vu leur stratégie de recrutement. Hein. Notamment derrière, je pense que on peut imaginer que Gaël Ficou ne sera pas là, mais pour le reste, je crois qu'ils seront tous là. Devant, on verra, il y aura peut-être Romain Tao, il y aura peut-être Demba Bamba, Will Rollands avec le Pays de Galles. Junior Kapoku ne pourra pas être sélectionné avec l'Angleterre. Johnny Hill n'est plus vraiment dans les plans, donc il n'y aura pas non plus énormément de joueurs, je pense, appelés en sélection. Donc ouais, je vais mettre top 8, mais je pense qu'ils peuvent faire de très bons matchs et s'approcher petit à petit d'un top 6. En tout cas, je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que sinon ça va ronfler dans les travées de la défense. Et surtout que, alors je sais pas combien de matchs ils ont prévu chez eux réellement, parce que ça c'est un des gros points noirs aussi du Racing chaque saison, c'est que tu as un nombre de matchs que tu peux pas jouer chez toi. Forcément, c'est compliqué pour prendre ses marques. Hein. On se souvient la saison dernière qu'ils étaient quand même meilleurs à l'extérieur que chez eux. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris pas mal de points à l'extérieur l'an passé, mais quand tu dois jouer un coup à Créteil-sur-Herbe, un coup à Défense à sur Saint-Étienne, machin, tout ça, c'est chiant quand même pour t'adapter. Ouais, surtout quand si t'as une recrue, si t'as une jeune recrue, notamment je pense à la charnière, une jeune charnière qui vient d'arriver, qui doit changer tous les 4 patins de stade pour t'adapter et prendre le moule club, c'est plus compliqué quoi. Mais bon, ça c'est le jeu du Racing malheureusement, qui débutera à Lyon, qui recevra Bordeaux et qui ira à Perpignan. Comme ça au moins c'est 3 bonnes journées histoire de te mettre dedans. Ça va être un petit calendrier sympathique pour les Racingman et on va pouvoir enchaîner sur le club suivant. Dans cette tier list, c'est le Stade Rochelais. Ça, curiosité également de cette saison, les Rochelais qui ont connu un exercice précédent assez compliqué en top 14, sorti du top 6 à la dernière journée. La Rochelle qui va aller à Bordeaux, première journée. Est-ce qu'ils ont peut-être un coup à faire, les Rochelais à l'UBB, pour aller se lancer parfaitement leur saison? Pas mal de recrues derrière. Ça fait rêver. Le Garec, Ninashvili notamment, on en a longtemps parlé dans la vidéo Mercato. Personne à l'avant. Ça, c'est peut-être l'interrogation. C'est sur le long terme. Est-ce que la Rochelle va pouvoir tenir sa ligne d'avant toute cette saison, malgré les départs et l'âge aussi vieillissant de cette ligne d'avant. Et la petite information qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était début juillet. C'était Winnie Antonio qui va intégrer le staff, puisqu'il est blessé pour le début de saison. Donc tranquille pour Winnie Antonio qui va pouvoir aider la jeunesse rochelaise. Où est-ce qu'on met la Rochelle? Est-ce que la Rochelle c'est pas va peut-être revenir dans le top 6, c'est qu'ils doivent retrouver le top 6 parce que sinon ça va quand même chauffer pour Renan Gara. Ah oui, non mais là déjà que ça a été quand même une saison
difficile, voire très difficile par moment. Je pense pas que la direction laisse passer quand même une seconde saison de la sorte. Alors c'est pareil, tu l'as dit, recrutement alléchant derrière. Là où ça manquait, je pense un petit peu de qualité, en tout cas de joueurs capables de faire des différences, notamment sur des exploits. Donc là, quand tu rajoutes du Lagivala, du Nina Judy, du Le Garec, bon, t'es dans le vrai. Devant, ce qui me fait un peu peur, c'est les doublons. Parce que il risque d'y avoir aussi quelques joueurs pas là. Bon, Winnie Antonio quand même ne pourra pas tout faire. Est-ce qu'il sera rappelé en équipe de France? C'est possible au vu de ce qui se passe aussi à droite avec le 15 de France. Grégory Aldrit, Boudehans, Gégou pourrait être aussi avec les Bleus. Donc il pourrait y avoir aussi des absences et on l'a vu, ça a beaucoup compté la saison dernière. Dès que les cadres sont revenus, c'était quand même un peu mieux, ils ont retrouvé un peu plus de stabilité. Mais voilà, c'est vraiment les doublons et les blessures qui pourraient empêcher une bonne saison rochelaise. Encore une fois, c'est vrai qu'elle est étonnante cette stratégie pour les Rochelais de pas être allé chercher un ou deux avant. Peut-être que ils comptent aussi sur des jeunes que l'on a vus aussi la saison dernière, hein, des Pinverne, Coutelia, Kadouri, voilà, même en deuxième ligne avec Huchet. Bon, ce sont des jeunes que l'on a aperçus la saison dernière. Je pense que les Rochelais s'appuient là-dessus aussi. Mais malgré tout, je pense que au vu du recrutement, c'est une équipe qui va changer un petit peu sa stratégie. Ouais. En tout cas, je l'espère, qui est peut-être un peu moins fort devant, ou en tout cas qui réussira aussi à combler les lacunes qu'elle avait derrière. Voilà, il y a tout pour réussir. Il peut y avoir un triangle arrière de feu. Il peut y avoir une paire de centres aussi largement au niveau et super intéressante. Voilà, on verra aussi comment vont revenir certains joueurs qui n'ont pas été très performants la saison dernière, Danty Seteny notamment. Et malgré tout, je vais les voir dans le top 6. Voilà, je pense qu'ils auront un moment un peu dur dans la saison. Je pense qu'ils auront aussi un petit peu de mal à lutter en Champions Cup. Mais je les vois quand même terminer dans le top 6. Voilà, parce que malgré tout, il y a quand même des recrues derrière qui me plaisent énormément et parce que ça reste aussi quand même La Rochelle avec des Skelton, des Aldrit, des Latou, des joueurs ultra puissants top 6 pour La Rochelle, je suis assez d'accord. De toute façon, ça va être une obligation qu'ils soient dans le top 6. Alors, je crois que l'automne série, c'est mois de novembre, si je dis pas de conneries. Donc, c'est Racing. Il y a quoi en novembre pour La Rochelle? Il y a Castres. Et fin novembre, il y a déplacement à Pau. Et après, pendant le 6 Nations, j'ai un peu le calendrier pour savoir un peu qui tu joues. T'as des équipes qui n'auront pas forcément des doublons, donc c'est important de ne pas perdre des points contre ces équipes-là à ces moments-là. Sachant que La Rochelle avait quelques points à domicile la saison passée à De Flandre. On se souvient contre Vannes, on se souvient contre le Racing aussi. Ça va falloir retrouver cette solidité à défensive. Domicile aussi, je suis fatigué, c'est compliqué de faire des phrases. Mais top 6 pour La Rochelle. Et il va falloir voir pour les Rochelais en fonction. Pour Ronan Nogara aussi, c'est une saison sous pression cette année pour les Maritimes. L'Union Bordeaux-Bègles défait 2 saisons d'affilée par le Stade Toulousain en finale. Remis le couvert à une 3e saison pour tenter d'aller chercher son fameux Brennus tant attendu et tant demandé. L'UBB commence la saison avec des blessés. Moefana out, Lucu out. Et il m'en manque un, je crois qu'il y a un 3e blessé aussi. Du côté de Bordeaux. C'est peut-être Buros, effectivement, qui est out. Donc ça fait faire un début de saison rude pour les Bordeaux-Bègles champions d'Europe en titre aussi, qui vont peut-être avoir à cœur de défendre ce titre en Champions Cup. Ça peut jouer aussi dans les jambes. Bordeaux doit repartir au combat. Est-ce que Bordeaux a une chance enfin d'aller chercher son Brennus? C'est l'un des favoris, c'est l'une des équipes forcément attendues. Il y a un beau recrutement sur le papier aussi. On sait qu'il y a des secteurs où ils étaient un petit peu en difficulté en top 14 l'an passé, je pense à la touche. Bon, on a cherché Kamando-Oki, ce genre de choses quoi. Ouais, bah bien sûr qu'ils ont une chance d'être champion. Je crois que c'est une équipe qui est quand même en progression, qui travaille bien, qui arrive aussi à former de très bons joueurs.
Voilà, il y a des jeunes comme Ibzayen, Bobby Bissu qu'on devrait voir, Yon Chegaray, Joseph Laharag qui a été aussi bon sur les matchs de préparation. Il y a un centre aussi, Adrien Drault, qui est étonnant. Troisième ligne, il y a du monde avec Jacobs. Voilà, donc Valentin Hutto aussi qui sera très attendu à la charnière. Chan Mousquet qui arrive de Bayonne avec ce profil d'ailier ou 15 électrique, rapide et vif. Voilà, il y a vraiment un recrutement qui est intéressant. Alors effectivement, il commence la saison sans Lucu qui est, je pense, le joueur indéboulonnable de cet effectif. Il commence aussi sans Buros, sans Moefana, mais je me demande si Van Rensburg aussi a pas un pépin physique. Enfin, il y a quand même quelques blessés, mais il y a de la polyvalence. Et de toute façon, Bordeaux sait que l'UBB sait que si elle veut aller loin, il faut tout un tas de joueurs au niveau, des remplaçants au niveau et des remplaçants au niveau. Voilà, c'est parfois ce qu'il a manqué un petit peu à l'UBB, de la profondeur d'effectifs, on l'a dit depuis quelques saisons. Aujourd'hui, je pense qu'ils font 2-15 de très bon niveau, et ça c'est intéressant. Donc voilà, il y a un effectif super intéressant. Ça va courir à 2000, ça va être puissant, ça va être véloce. Comme tu l'as dit, il y a eu une touche en difficulté, même s'il y a eu du mieux sur la fin de saison. Oui. Ils sont allés chercher Gaëtan Barlow, qui est un bon lanceur. T'as parlé de Cameron Moki, il y a aussi Boris Palu, qui est un bon joueur dans ce secteur-là. Voilà. On va voir ce que ça peut donner. On va voir aussi le comportement en mêlée, parce que voilà, Poirot et Tamaifuna auront besoin de remplaçants au niveau. C'est ce qui a manqué. Carlos Sadi va revenir aussi parce qu'il a été blessé un moment. Il y a un effectif qui est bon. Je pense que Yannick Bru connaît ses hommes. Voilà, ils se sont bien remis de la claque d'il y a 2 ans au Vélodrome quand même. Même si ils reperdent cette finale, mais enfin ils n'en sont pas loin. Enfin ils sont pas loin non plus de la gagner. Ça va être encore une belle saison, je pense, pour l'UBB. Il y aura aussi un Champions Cup, évidemment, où ils pourront remettre leur trophée en jeu. Je vais les mettre finalistes, encore une fois. Écoute, on met les 2 finalistes et on choisit à la fin, comme ça les gens ils restent. Ils sont obligés de rester. Voilà. Mais forcément, c'est une équipe qui va encore nous plaire. Déjà, quand on voit les ailiers, ah oui. Ça peut que nous plaire. Hein. Retière, Mousquet, Penaud, c'est Retière qui est blessé aussi. Retière est blessé, je crois. Ouais. Oui, aussi. Retière est blessé aussi. Ça, c'est une grosse perte aussi parce que il peut jouer bien sûr en 9 ou en 15. Donc, grosse perte. Mais voilà, il y a Rayassi aussi qui arrive de Vannes. Je serais pas étonné qu'il bouscule peut-être Damien Penaud, ou en tout cas qu'il se partage le temps de jeu. Voir Rayassi au centre aussi, ça peut être une belle solution. En tout cas, voilà, il y a un effectif qui est très complet, qui est hyper intéressant, et je pense que ça sera encore une belle saison pour l'UBB, mais qui manquera peut-être un tout petit truc un peu plus tard dans la saison. Et Martin Pajaro sera, je pense, directement dans le jeu contre La Rochelle. Parce qu'il n'y a plus grand monde à mettre du poste de numéro 9 avec tous les blessés. On va pouvoir enchaîner sur Perpignan, barragiste de la saison passée, barragiste d'un peu toutes les saisons, j'ai l'impression, malheureusement, Perpignan. Est-ce que ça sera eux qui affronteront Provence en fin d'année pour le barrage d'accession? C'est ça, parce qu'on a mis Provence du côté de la Pro D2, la Thierry s'est retrouvé sur la chaîne. Ouais, on voyait Perpignan un peu mieux la saison passée, et ils ont un petit peu déçu, ils ont eu énormément de blessés aussi. On en avait parlé dans la tier list de fin de saison quand on avait fait le bilan, et il y avait des supporters de l'USAP qui étaient venus nous détailler. Je crois qu'il y a un moment, il y avait 25 blessés, enfin c'était n'importe quoi, c'est quasiment 2-15 out. Des recrues, on a pris un peu d'expérience aussi, Yato, Diaby notamment. Bon, eh ben, on espère que la cellule et la préparation physique du côté de l'USAP se passera mieux cette saison, quoi. Je pense que c'est l'axe de progression. Ah, je crois que la saison dernière il y a eu un manque de chance assez énorme. Il y avait tout un 15 titulaire qui était absent dû à des blessures. Donc forcément, ça a pesé. Derrière, tu récupérais 2 joueurs, mais t'en perdais 3. Ça a été très compliqué d'être stable et d'être régulier. On a vu une équipe aussi qui avait un peu plus de mal à lancer son jeu, qui était un peu moins en réussite et en conquête. Il y a eu
c'était un peu balbutiant. Maintenant, encore une fois, c'est aussi un club qui arrive à bien recruter, être allé chercher Jordan Petaya qui aura peut-être une place au centre ou à l'aile, c'est une bonne chose. Duncan Paiwa qui est un très bon joueur qui malheureusement n'est peut-être pas le plus sérieux en dehors, mais qui, je pense, se lance un nouveau défi. Jamie Ritchie, bien sûr, le capitaine de l'Écosse. Yato qui en a encore sous la pédale. Donc, il y a un recrutement. Et Matteo Le Corvec aussi, hein, qui a vraiment été très bon avec Toulon la saison dernière dès qu'il a joué. Voilà, il y a un recrutement qui est vraiment solide. Maintenant, ouais, j'espère qu'ils manqueront pas de solutions aussi, pareil dans la rotation. Il y a l'air d'avoir du monde, en tout cas en deuxième et troisième ligne. Voilà, on peut compter sur de super joueurs, des joueurs qui peuvent jouer à 2 postes. Yato, Van Tonder peuvent jouer autant en deuxième qu'en troisième ligne. Ça, c'est quelque chose sur lesquels ils peuvent compter, pardon. Voilà, il y a une belle équipe, mais ça me fait quand même un peu peur, surtout sur la fin de saison. Voilà, je pense que Perpignan peut bien démarrer, mais peut aussi connaître un petit moment de flottement en fin de saison. Je suis très déçu parce que j'adore Franck Azema, j'aime beaucoup cet effectif, mais je sais pas. Pour le moment, je vais les mettre en bas de tableau. Ouais. Et je pense que je mettrai pour le moment personne en barragiste. Et je me déciderai à la fin. Mais vraiment, j'attends quand même de cette équipe. J'espère qu'ils seront au complet. Mais ça me fait quand même un peu peur. Voilà. Un peu peur. Il y a des équipes qui font peur, hein, qui arrivent après, je vous le dis. Mais avant ça, on va parler du Loup. Équipe qu'on avait du mal à lire, le Loup, des dernières saisons, qui a alterné le très bon et le moins bon, qui a perdu un petit peu de monde. On parlait de Ninashvili tout à l'heure pour La Rochelle. Et bien forcément, c'est une grosse perte pour le Loup. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Lyon cette saison? C'est pareil, hein, c'est compliqué, tu sais pas trop où les mettre, j'ai l'impression, cette équipe lyonnaise. Est-ce qu'ils peuvent aller faire un coup du top 8? Est-ce qu'ils peuvent se remettre un petit peu à l'endroit et chercher de la régularité? Là aussi, je pense que en termes de profondeur d'effectif, ça risque d'être un peu compliqué parce que quand on regarde l'effectif comme ça, quand on se dit bon qui peut être titulaire, franchement l'équipe elle a de la gueule. Hein. Devant, voilà, on en a vu des joueurs, des Williams, des Guillard. Il y a quand même une grosse troisième ligne. Devant, il y a eu un peu de progrès en début de saison, en fin de saison dernière. Thomas Moukoro qui arrive évidemment de Vannes et qui a été excellent la saison dernière. Il y a de la qualité. Derrière, bon, ils perdent sans doute leur meilleur joueur avec Ninashvili. Ils ont tenté des coups avec Youssefo Massi. Ils sont allés chercher aussi Jotawe Nicolo, bien sûr, qui sera l'une des armes principales de cette équipe, et Gabin Laure qui était excellent en Pro D2 avec Béziers. C'est très difficile parce que j'ai toujours la sensation que Lyon peut faire top 6, ouais. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Voilà. Toujours quelque chose qui cloche. Habituellement, c'est les blessés. Ils ont toujours un paquet de blessés à un moment donné de la saison et ils n'arrivent pas à s'en remettre. On a vu effectivement qu'il y avait eu des progrès avec l'arrivée de Karim Ghezal la saison dernière, même si pour moi il termine vraiment mal. Il termine pas bien, c'est la Challenge Cup qui les tue. Il termine mal la saison. Voilà, j'avais critiqué un petit peu la gestion de certains matchs. Encore une fois, difficile, et pour autant, je me dis que c'est une équipe qui peut envoyer du jeu, qui peut faire du mal. L'an dernier, elle a quand même été mise à mal à domicile. Je vais les mettre, je vais sûrement les mettre bas de tableau, mais je pense qu'ils seront vraiment au port du top 8. Et finalement, la saison dernière, voilà, ils sont pas non plus ultra loin du top 6 notamment. Mais ils y étaient avant cette catastrophe Challenge Cup, quoi. Exactement. Et puis ce match perdu au Stade Français aussi qui leur fait mal, mais elle finit sur 5 défaites consécutives. Voilà, c'est ça. Donc je vais les mettre bas de tableau. Je pense que je verrai pour les réajuster, mais je suis quand même assez excité par la ligne de 3/4 notamment. Voilà, il y a du Fidjien. Je pense que ça va toucher du ballon. Ça peut être un peu imprévisible et voilà, sur des surfaces rapides.
sur des surfaces rapides, je pense que Lyon peut mettre en danger beaucoup d'équipes et devant deuxième et troisième ligne, ce sera rugueux aussi. Donc voilà. Et puis ils peuvent s'appuyer sur un Michael Guillard que l'on a vu encore cet été énorme avec le 15 de France et ça compte. Ça compte. On parlait du Racing tout à l'heure qui n'arrive pas à prendre un point à la maison, c'est le cas du Loup. Et également de Perpignan. C'est les 3 pires équipes encore en top 14 que Vannes est redescendu de la saison dernière. Forcément, ça peut compter. Il faut que le Loup prenne des points du côté de Gerland pour essayer de conserver une compétitivité. Bas de tableau pour eux. On réajustera en fonction et on va passer à un élève qui va faire parler. Un élève attendu, c'est le Stade Français. Est-ce que le Stade Français est le pire mercato de ce top 14? Je pense que ça se bat avec Clermont. Le Stade Français qui a vécu une saison en enfer globalement l'an passé, hein, c'était une catastrophe absolue à tous les étages, qui s'est finalement sauvé, qui avait quasiment touché le fond en fin de saison. On est reparti pour un tour du côté du Stade Français, mais bon, le mercato fait pas rêver non plus. Hein. C'est compliqué. Est-ce qu'on revoit une saison galère pour les Franciliens aussi comme l'an passé? Un peu le même constat que pour le Racing, difficile de faire pire. Même si, bon, oui, si tu peux faire pire. Si, tu peux faire pire, bien sûr, mais bon, c'était tellement lamentable la saison dernière que tu te dis, mais le Stade Français peut pas refaire ça, c'est pas possible. Effectivement, le recrutement, il est pas énorme, il a été ciblé à certains postes. Alors je pense qu'aller chercher Kerr-Barlow, c'est pas mal, à un poste de neuf où quand même tu n'arrivais pas à trouver des solutions. Thierry Peyva, voilà, c'est un garçon qui connaît bien le club aussi, voilà, qui sera en quête de rebond et de temps de jeu. Et après, bon, t'as Noah Néné, hein, je pense que c'est peut-être l'un des joueurs les plus attendus de ce championnat, convoqué par Fabien Galtier alors qu'il évoluait en Pro D2, joueur au potentiel physique et aux attitudes techniques impressionnantes. Mais voilà, il faudra aussi lui laisser du temps parce que c'est un jeune joueur. Là, il sera peut-être pas titulaire à tous les matchs, il traversera peut-être pas le terrain à chaque match non plus. Mais il sera attendu. Et puis t'as Nivili qui est un peu l'interrogation. C'est souvent 5 ou 6 bons matchs dans une saison et puis après il disparaît. Voilà, c'est un peu la lecture sur ce recrutement, elle est un peu difficile. Alors après, il y a un effectif quand même qui est important. Il y a des jolis noms, il y a des joueurs qui ont été blessés. Je pense à Pierre Huguet et qui seront morts de faim cette saison. Voilà, on va voir comment Paul Gustard et son staff va adapter aussi les différentes stratégies parce que l'an dernier, en fait, on n'a pas vu grand chose et surtout on a vu une équipe qui n'avait pas de mental. Voilà, il y avait des leaders. Léo Barré en était un, Paul Gabriel en était un aussi, mais on a vu une équipe qui n'avait absolument pas de mental, qui avait peur de gagner. Donc il y aura aussi cet aspect-là à travailler du côté du Stade Français. Je pense qu'ils peuvent s'appuyer sur une conquête qui est solide, notamment la mêlée. Là aussi, ça a été une véritable hécatombe. Ils ont eu beaucoup de blessés d'un coup, mais ça reste costaud. La touche a eu du progrès par moment, a été moins bonne par moment. Là aussi, c'est très compliqué du jeu au Stade Français. Et pour autant, je sais pas pourquoi, je crois toujours en cette équipe. Pour le moment, je vais les mettre top 8. Je vais tenter un top 8. On verra, on réajustera après, mais moi j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils seront mieux quand même. Je pense qu'ils seront mieux cette saison. Voilà, il y a des joueurs qui doivent encore s'affirmer. Il y a des joueurs qui ont vraiment perdu des points la saison dernière, comme Louis Carbonel, Johan Tanga que l'on n'a pas vu. Je pense qu'ils seront de retour. Voilà. Et puis de toute façon, on sait aussi que le staff est peut-être sous pression déjà d'entrée. Et voilà. On verra, mais alors en tout cas, c'est vraiment l'interrogation au Stade Français. Je sais que beaucoup de personnes met ce club très très bas dans les prédictions. Je prends le risque de les mettre un peu haut, mais de toute façon, les 3 premières journées, c'est Montauban, Pau, Lyon. Donc c'est un peu, on va dire, concurrents directs. Ouais. Tu les vois bas, c'est concurrents directs. Donc ça va être 3 matchs où déjà on va avoir une belle vision de
que pourra jouer le Stade Français cette saison. Et après, tu vas jouer des gros, tu vas jouer Bordeaux, tu vas aller à Perpignan et tu vas jouer La Rochelle. Donc, t'as quand même une entrée en matière qui est sympathique. Tu pourras tâter un peu de tout. Et ça nous donnera peut-être une idée sur ce que le Stade Français peut espérer cette saison. Le Stade Toulousain, bon, écoute, on va les mettre là, je pense. Et puis, on choisira après un champion. On va pas s'éterniser sur le Stade Toulousain parce qu'on ne sait plus quoi dire sur Toulouse, à part qu'ils sont quasiment parfaits. Un recrutement d'ajustement. On a pris un petit peu ce qui nous manquait. On allait chercher des joueurs. Voilà, on n'a pas changé du tout au tout du côté du Gomola. Il a un groupe qui est forcément dense, riche. Il y a 3-15 titulaires qui peuvent prétendre à quasiment toutes les équipes de top 14 sans aucun souci. Il y a des blessés dans ce début de saison qui reviendront petit à petit. Je suis très curieux de savoir comment reviendra Antoine Dupont parce que les ligaments croisés, c'est jamais une blessure simple. Surtout quand tu t'approches de la trentaine tranquillement. Pas que. C'est vrai. Tu pourras en parler d'expérience. C'est pas faux. Mais du coup, je suis très curieux de savoir comment il va revenir. Est-ce qu'on pourra retrouver le grand Antoine Dupont qu'on a eu forcément, on le souhaite parce que c'est toujours sympathique. Il y a Movaka aussi qui doit revenir au fur et à mesure de la saison. Bref, Toulouse, c'est Toulouse. Et puis, bon, bah, pas trop quoi dire dessus, en fait, surtout sur Toulouse. Hein. Ils seront attendus, ils seront forts. Bon, tranquille, quoi. Après, il faut faire attention parce qu'on a été accusé d'être pro-Toulouse. Donc, c'est vrai. Bah après, on a été accusé d'être pro plein de choses, je crois. Oui, mais non, bon, c'est une équipe forcément épatant, enfin un club forcément épatant parce qu'ils travaillent formidablement bien. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher 3 milliards de joueurs comme en atteste le recrutement. Ils arrivent aussi à aller chercher des joueurs comme Colombe ou Thomas qui finalement étaient un peu dans le dur malgré leur potentiel la saison dernière. Le retour de Paul Malès va être intéressant. On l'a vu cet été avec le 15 de France. Il a été essayé à gauche alors que c'est habituellement un droitier et il a été très bon. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, encore une fois, le meilleur recrutement du Stade Toulousain, ce sont les jeunes. Hein, ceux que l'on a déjà un petit peu aperçu la saison dernière avec notamment Clément Verger. On va voir Calvin Gourgue aussi à l'arrière, capable de jouer également au centre, un gros potentiel physique. Castro Ferreira qui a été un peu blessé la saison dernière mais qui sera là. Simon Darroch que l'on a vu aussi qui a assuré l'intérim lorsqu'il y a eu des blessures au poste de demi-mêlée. Il y a un gaucher qui est très attendu, c'est Benjamin Bertrand avec un gros potentiel physique. Voilà, il y a vraiment du monde à tous les postes, sans parler des talonneurs avec les jeunes Cramon et Lacombe. Voilà, ça va être encore une grande équipe. Et effectivement, ils auront beaucoup d'internationaux au moment des doublons, mais voilà, ils se sont renforcés en conséquence et puis ils auront toujours ces jeunes au niveau. Voilà, voilà. Forcément que c'est le favori à sa propre succession. On les avait critiqués un petit peu l'an passé, Toulouse, sur le jeu, et puis finalement ils finissent à 90 points sur la saison régulière. C'est quand même fou, quoi. Donc forcément, tu pars favori, t'es champion de France en titre, multiple champion de France en titre. Bon, Toulouse, ouais, on n'est pas pro-toulousain ici, parce que bon, plus de la ville de Bordeaux. Donc... Et voilà, mais c'est force de constater que Toulouse, c'est fort. Force de constater que c'est fort. On va passer du tout, parce qu'on va parler de Montauban, le surprenant promu de Montauban, qui personne n'attendait la saison passée en Pro D2, 6ème de la saison régulière de Pro D2, qui allait chercher au forceps, à la surprise, au courage, à ce que vous voulez, une montée et une aventure en top 14 cette saison. Bon, est-ce que ça va pas être compliqué pour Montauban? Si, forcément ça sera compliqué, mais je pense qu'ils le savent et ça va être une belle saison de découverte, entre guillemets, pour ces joueurs de Montauban. Il n'y a pas énormément de moyens, on fait avec ce qu'on peut. Bon, je pense qu'on va... malheureusement, je les vois redescendre tout de suite, mais bon, je pense qu'il y aura du plaisir à prendre quand même. Ce sera de belles fêtes. D'un côté, on se dit que la stratégie, elle est presque kamikaze d'y aller sans recruter quasiment. Mais d'un autre, c'est assez logique parce que si tu te dis je vais dépenser de la thune, je vais aller chercher des joueurs à l'étranger, des Néo-Z, des Sudaf, des Anglais, des machins,
pour au final le même résultat et redescendre la saison suivante. C'est ça. Ça prend pas. Voilà, je pense que Montauban, c'est ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est un groupe qui se connaît très bien. C'est une grosse bande de copains qui a vécu d'abord la galère et une descente en nationale, et qui l'année d'après vit une montée en top 14. Le staff autour de Sébastien Tillous-Bord a ramené aussi énormément de rigueur à un effectif qui en manquait. Et voilà, ça va être une saison. Alors j'entends le mot plaisir, oui. Mais voilà, si tu commences à en prendre 50, 60 ou 70, je suis pas sûr que tu prendras beaucoup de plaisir. Mais voilà, ça va être un petit vent de fraîcheur aussi dans cette saison. Et puis, moi, je pense qu'ils redescendront. Je pense qu'ils vivront une saison très compliquée. Je pense qu'ils peuvent, sur quelques matchs, voilà, aller grappiller un point, avoir une victoire, aller embêter quelques équipes, parce que voilà, il y a un effectif avec un très bon état d'esprit. Mais je pense que voilà, à la mi-saison, ça risque d'exploser. Sur le plan physique, c'est quand même un autre monde, le top 14. Et voilà, j'ai un peu peur sur la seconde partie de saison. Voilà, j'espère qu'ils battront pas non plus les records, les tristes records d'Agen et de Mont-de-Marsan dans le passé en top 14. Mais ouais, je pense que ça va être très très dur, et ça peut parfois piquer. Voilà, je pense. Notamment quand il va falloir faire tourner, et il y aura aussi ce quota des gifs à respecter. Donc il va falloir aligner une équipe peut-être un peu plus jeune, avec peut-être des joueurs qui auront moins de temps de jeu. Ça peut vite craquer, mais voilà, après ils sont allés chercher cette magnifique montée. Ça fait plaisir de revoir ce club-là, mais bon, je vais quand même les mettre derniers avec une descente en Pro D2. Ils n'ont pas volé leur montée, et ils ont une ouverture au championnat au Stade Français avant de recevoir Lyon pour la première à domicile, et de se déplacer à Bordeaux. 3 petites journées sympathiques pour Montauban, histoire d'entamer sa saison de top 14. Et on espère que les supporters de Montauban vont profiter à mort de cette saison. Franchement, ça c'est... Comme on l'a dit, ils n'ont pas volé leur montée. Et ça fait plaisir. Le MHR, le Fantomas de l'an passé, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'a absolument pas parlé du MHR. J'ai l'impression que personne n'a parlé de Montpellier la saison passée, à part de leur pelouse horrible. Et Montpellier repart sur une saison de top 14. Alors j'aimerais bien que Montpellier... On les voyait bien en deuxième partie de saison. On les avait mis favoris au top 4. Enfin, dans les 4 à l'hiver dernier. Et finalement, ça s'est un petit peu écroulé sur la deuxième partie de saison. Est-ce que Montpellier peut aller chercher ce top 6, retrouver enfin des couleurs après il y a 2 saisons, enfin il y a 2 ans, une saison horrible, et la saison passée quand même un petit peu de mieux, mais sans être non plus exceptionnel. Pas mal de mouvements aussi. Est-ce qu'on peut attendre du MHR? Ben, on peut attendre une qualification. Je pense que là, il y a une équipe qui me plaît. Ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. Ils se sont, je trouve, bien renforcés avec ce qui leur manquait finalement, à savoir des joueurs là aussi capables de faire des différences, un peu comme ouais, je disais ça pour La Rochelle, je vais dire ça aussi pour Montpellier. C'est vrai que derrière on avait une équipe on avait des 3/4 qui étaient là, alors oui, qui ont tous un bon niveau bien sûr, hein, mais notamment Auguste Cadeau qui avait été très bon, mais franchement on voyait très peu de jeux, on voyait pas d'essais, on voyait pas de coups d'éclat. Là, ils ont des joueurs qui peuvent faire des différences. J'attends beaucoup de ce 3/4 centre Lennox Agnanou, qui avait été mis de côté par les Harlequins, et qui, je pense, sera l'une des attractions de cette saison. Il était très en jambes sur les matchs amicaux. C'est un joueur qui a des jambes, qui est très physique, qui casse beaucoup de plaquages. Voilà, c'est vraiment ce qui leur manquait au centre du terrain. On verra aussi si Madoche Tamboué aura enfin du temps de jeu ou non. C'est un peu une énigme, Madoche Tamboué. Je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce que il a tant de lacunes que ça, peut-être sur le plan technique et défensif? Est-ce que il y a un problème de mentalité? Je ne sais pas. On aimerait le voir, hein, parce que c'est ballon en main, au top de sa forme. On l'a déjà vu, mais c'est un super joueur. Voilà. Mais en tout cas, Moustin aussi, hein, qui va être attendu.
Parce qu'il fait une bonne mais fin le de saison. Moustin, je pense que c'est vraiment l'année de la confirmation. Il risque de monter en puissance. On va rentrer aussi bientôt à 1 an d'une Coupe du Monde, donc ça va être intéressant. Tom Banks à l'arrière, je pense que ça fera largement l'affaire. Et puis devant, l'an dernier, on a vu quand même que cette équipe était solide. On pensait d'ailleurs sur la seconde partie de saison que ça allait vraiment marcher du tonnerre. Bon, ça n'a pas forcément fonctionné, mais en tout cas, il y avait une touche qui était bonne, une mêlée qui était solide. La preuve, Baptiste Erdosio notamment a été récompensé par des sélections en équipe de France. Voilà, c'est solide, c'est épais. Ils vont pouvoir compter aussi sur Jordan Ouelezé, leur talonneur qui a été excellent la saison dernière, et sur une troisième ligne aussi vraiment gaillarde autour de Lenny Nouchi et de ces deux recrues, Langui Gleeson, l'Australien qui a 23 ans, qui est un gros plaqueur, un gros ferrailleur, et Alex Massibaka qui était l'un des meilleurs joueurs en Pro D2 la saison dernière du côté d'Angoulême, qui revient de près. Voilà, c'est une équipe avec beaucoup de qualité, avec des internationaux, des joueurs qui ont connu le très haut niveau, avec des jeunes joueurs qui vont montrer aussi le bout de leur nez. Donc je les vois dans le top 6 cette saison. Et c'est vrai que la saison dernière, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était pas... Bon, il y avait finalement pas grand-chose d'intéressant, mais là je pense qu'ils vont bien revenir. Ouais. Et j'espère qu'ils ont une pelouse. Parce que quand il pleut, c'est dur. Hein. Ouais. Bah, le sport à Montpellier, d'une façon générale, est un peu compliqué. Ouais, les pelouses, c'est compliqué, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On vous le souhaite, supporter Montpellier, d'avoir une pelouse. Toulon, maintenant. Attention à Toulon. Minaria, quand même, année importante aussi pour le RCT, qui avait sorti quand même une saison solide l'an passé, qui faisait partie des 3 locomotives de tête, qui avait un petit peu craqué aussi sur la fin de saison. Est-ce que Toulon peut raccrocher ce petit cran qui lui manque pour aller titiller l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain? Y a de quoi quand même, il y a du matos. Ouais, mais c'est une équipe qui m'a un peu frustré sur le recrutement parce que il y a eu du très bon à aller chercher Brex, Mercer ou Garcia. Je trouve que c'est super bien. Mercer pour remplacer Isa pouvait difficilement mieux faire. Brex, c'est vraiment un joueur de devoir qui va vraiment faire du bien, notamment en défense. C'est un joueur qui est féroce, qui a une très bonne lecture défensive. Et Matteo Garcia, je trouve que c'est aussi une très bonne recrue parce que c'est un joueur capable de jouer 10 et 15. Et on sait que Toulon, a quand même des petites lacunes à ce poste, à mon sens. Je trouve que ça manque vraiment d'un numéro 10 de haut niveau international. Et derrière, j'ai trouvé le recrutement un peu moyen. Peut-être un petit peu de bricolage. Narmania, c'est assez étonnant. Bon, Ferté, je trouve que c'est pas mal. Clovis Lebaille aussi, je pense que c'est vraiment pour de la rotation. Voilà, et bien sûr, on attend beaucoup de Patrick Tuifois, hein, ce troisième ligne très solide qui a paru très affûté aux entraînements. En tout cas, Toulon, on en attend mieux parce qu'ils ont manqué de régularité la saison dernière. Idem, ils ont eu aussi des blessés importants. La Champions Cup leur a fait mal. Ouais. Champions leur a fait mal à la tête. Ils vont retrouver aussi Charles Olivon au cours de la saison, donc ça c'est pas mal. Ils ont des jeunes aussi hein, qui vont se montrer. Chiochvili, troisième ligne géorgien, c'est une terreur. Pierre Damon, il y a Mezou, Tuifois, on l'a dit, Kéré Karaba, un 3/4 centre qui est très attendu à Toulon, Oliver Cowie. Voilà, donc il y a vraiment de la qualité. Il y a des postes où on est bien rempli. Il y a des postes où finalement on se pose quelques questions, notamment au centre. On se dit que Brex devrait avoir sa place, mais on sait pas trop qui va l'accompagner. Voilà, donc il y a de la qualité. Il y a encore un pack qui est très très costaud. On le sait, hein, la mêlée s'est plutôt bien comportée l'année dernière. Voilà, j'attends de voir ce que ça va donner derrière parce qu'ils ont perdu leurs deux armes principales qui étaient Leicester Fainga'anuku et Juta Wainikolo. Mais je pense que devant, ça fera quand même l'affaire. Maintenant, ouais, il leur faudra un Jaminet très solide au pied aussi en tant que buteur. Et on va voir aussi si Paolo Garbisi arrive à élever un petit peu son niveau de jeu au poste de demi-ouverture ou si on a une surprise à ce poste et un joueur comme Matteo Garcia peut lui passer devant. Donc je vais les voir dans le top 6, Toulon. Peut-être pas voilà, ils étaient longtemps troisième l'an dernier, je les verrai peut-être pas à la troisième place, mais en tout cas
Je les vois dans le top 6. Ouais. La 5 des 6. On réajustera après. Et il nous reste que la section palois. C'est le dernier club qu'on doit évoquer dans cette tier list de début de saison. Pau. Pareil, Pau, à chaque fois on attend quand même quelque chose. C'est toujours plaisant, mais il manque ce truc pour passer un cap. Mercato, intéressant, mais on a préféré recruter de la qualité plutôt que de la quantité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la section palois cette saison pour terminer cette tier list avec cette équipe? Bah, là aussi, un peu plus de chance sur les blessures. Ouais. Pour l'an dernier, ils en ont eu un paquet. Donc forcément, en plus, quand t'es Pau, bah, ça compte et ça devient difficile. Hein. Des blessures à Toulouse, on a envie de te dire que c'est pas très grave. Des blessures à Pau, c'est quand même plus important. En sachant que c'était pas n'importe qui. T'as eu Joe Simons, t'as eu aussi Beka Gorgadze, il y a eu des blessés en première ligne en continu. Rhys Watt a été aussi suspendu un petit moment. Donc ça a été compliqué. Maintenant, Pau, c'est une équipe, encore une fois, on va le dire, mais qui est hyper intéressante à voir avec des joueurs fantastiques, Gailleton, Atisogbe notamment. C'est des joueurs qui nous ont énormément plu. Il y a toujours l'expérience de joueurs comme Dobagna, comme Joe Simons. Et puis, il y a des jeunes. Il y a des jeunes que l'on a vus l'an dernier, Fabien Broboiry notamment, qui a été épatant. Et d'autres, je pense, qui vont suivre. Alors, on va voir aussi comment on va s'adapter, notamment les recrues. Je pense aux Argentins. Julian Montoya, qui est un très bon talonneur, qui n'est plus tout jeune, mais qui en tout cas est un très bon client dans le secteur des rucks notamment. C'est un très bon gratteur. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup d'expérience, donc c'est vraiment une très belle pioche. Et Facundo Isa, que l'on a vu à son meilleur niveau, retrouver son meilleur niveau l'an passé avec Toulon. Je pense que c'est vraiment un très bon apport. Et Thomas Laclayette qui va devoir faire beaucoup plus, parce que c'est vrai que on pensait au Racing qu'il allait passer un cap et qu'il allait peut-être intégrer l'équipe de France. Finalement, il n'a pas réussi. Voilà, je pense que là, avec les conseils de Thomas Domingo, l'entraîneur de la mêlée, il peut vraiment passer un cap. Voilà, il y a un effectif qui est cohérent, il y a des jeunes qui poussent, je pense qu'il y aura encore du jeu. Mais je pense que ça va être compliqué là aussi, et je pense qu'en fin de saison, ça peut devenir un peu difficile quand il y aura des blessés, et puis voilà, il y aura aussi les doublons à gérer avec des joueurs comme Gailleton ou Atisogbe, voire Hugo Radou qui ne seront pas là. C'est pour ça que je vais les mettre bas de tableau, pas très loin du top 8 non plus, mais ils peuvent se faire peur un petit peu, Pau, je pense. 5e meilleure équipe à l'extérieur l'an passé. La section paloise, donc il faut aller chercher ces points à l'extérieur. Ça peut être important aussi d'aller gratter ces points-là qui peuvent faire la différence sur la fin de saison. Bas de tableau pour la section. Bon, bah maintenant il faut trouver un candidat de plus au top 6 et ce fameux barragiste. En plus de mettre le champion. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Je vais mettre Toulouse champion. Il me manque un top 6. C'est compliqué. Allez, je vais faire grimper. Je vais faire grimper Bayonne, peut-être à la 6e place. Et allez, je vais mettre une petite surprise. Je vais mettre Lyon dans le top 8. Ok. Là, ça fait. Il faut redescendre un mec. Là. Ouais, je vais mettre Lyon dans le top 8 et je vais mettre malheureusement Perpignan barragiste. Et je mettrai Pau devant Castres. Okay. Et je mettrai voilà, Clermont comme ça. Faut qu'on redescende un top 8. Je pense que le Clermont peut se faire peur, ouais. Mais faut qu'on redescende un top 8 parce que ça fait 6, 7, 8. Ouais, les calculs sont pas bons. Bah, je vais redescendre le Loup du coup. Mais voilà, je pense que le Loup peut être pas loin du top 8. Top 9 pour Pau, 10 Pau, 9 Loup, pardon, 10 Pau, 11 Castres, 12 Clermont, 13 Perpignan, 14 Montauban. Le top 6, je le dis pour ceux qui sont en podcast et qui ne peuvent pas voir la tier list. Donc, premier Toulouse, deuxième Bordeaux, enfin champion Toulouse, finaliste Bordeaux. Top 6, La Rochelle, Toulon, Montpellier, Bayonne. Top 8, Racing, Stade Français, bas de tableau, Loup, Pau, Castres, Clermont. Et enfin Perpignan et Montauban pour terminer ce classement de top 14. Allez, on se finit par rapidos. Il faut que je trouve le calendrier de la J1.
Stade français, Montauban, Perpignan, Bayonne, Castres, Pau, Lyon, Racing, Montpellier, Toulon, Bordeaux, La Rochelle, Clermont, Toulouse. C'est un petit match que tu as envie de pronostiquer là rapidement. Je pense qu'on va se faire une grande mêlée. On va se foutre une grande mêlée. Je mettrai le code ou le numéro de la ligue dans la description. Comme ça, les gens ils pourront nous rejoindre. Et quand on fera les pros de chaque journée, on va pouvoir additionner ça à la grande mêlée. Ça va être sympa comme on fait avec le foot, avec le Mon Petit Prono. Bon, un petit match de la première journée que tu as envie de... Je sais pas, déjà une surprise, un petit truc que tu attends, je sais pas. Bah, Paris-Montauban, ça va être un peu l'attraction, le match un peu curieux finalement. Entre un énorme budget qui finalement sort d'une saison chaotique et un tout petit budget qui sort d'une saison fantastique. Bon, ça va être assez étonnant comme match. La pression, de toute façon, elle est sur les épaules de Paris. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Que va donner Montauban? Est-ce qu'il va y avoir un effet de surprise? Est-ce que non, pas du tout? Voilà, je vois quand même une victoire parisienne, mais voilà, je suis vraiment content de voir Montauban et je suis vraiment curieux de voir ce que va donner cette équipe. Eh bien, parfait. Moi, je pense qu'on va commencer sur un bon match nul entre Lyon et Racing. Voilà, d'entrée. Ah oui, d'accord. Je vous le donne. Ouais. Le 25 partout, il va arriver. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Bref, on va conclure cette vidéo de tier list. N'hésitez pas à faire vos pronos dans la zone commentaire. Vous pouvez faire votre classement, on y répondra avec plaisir. Mettre votre équipe surprise, votre équipe que vous voyez flop dans cette saison de top 14. Vous abonnez à cette chaîne, likez cette vidéo si ça vous a plu, nous retrouver en podcast. Également, on a des choses qui vont sortir tranquillement. Vous pouvez les retrouver sur les playlists de cette chaîne YouTube avec grand plaisir. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end de rugby, le premier de la saison top 14. Ciao tout le monde!